Bonjour, La Voix est libre, votre magazine hebdomadaire de France 3 Languedoc-Roussillon consacré à la vie politique en région. Aujourd'hui, un invité qui nous vient du Gard, un jeune élu, il s'agit de Julien Sanchez. Bonjour, Julien Sanchez, vous êtes le maire de Beaucaire, vous êtes aussi conseiller régional, vous siégez au sein du groupe Front National, vous êtes conseiller régional depuis 2010 puisque vous avez eu l'honneur d'être le Benjamin de l'Assemblée alors qu'elle était présidée par Georges Frêche il y a quasiment 6 ans désormais. Maire de Beaucaire depuis 2 ans. J'ai envie de vous dire, Beaucaire, c'est une ville un petit peu difficile ou compliquée. C'est 16 000 habitants, c'est tout au bout de la région. Est-ce qu'il y a vraiment une grande passion pour cette ville depuis que vous l'administrez ? Bien sûr, parce que je pense que je ne pourrais pas faire ce métier, si je puis dire, si je n'étais pas passionné, parce qu'on le fait 7 jours sur 7, presque 24 heures sur 24, parce qu'on est une commune qui est au bord du Rhône, donc il y a aussi la problématique et le risque inondation. Et puis, voilà, quand on s'investit vraiment, comme je pense le faire depuis 2 ans, vraiment au quotidien, eh bien, on veut faire le maximum pour sa commune. Donc, oui, ça me passionne. Et oui, c'est un mandat qui m'intéresse beaucoup, comparativement à celui de conseiller régional d'opposition, où le rôle est quand même beaucoup plus restreint, puisque voilà, on n'a pas de délégation et on ne peut pas agir concrètement. On ne peut que faire des propositions qui ne sont pas forcément retenues par la majorité. Vous avez été élu à l'issue d'une quadrangulaire, à peu près 40% des voix au second tour des élections. Qu'est-ce que vous avez promis aux citoyens de Beaucaire ? Quel était l'axe de campagne que vous leur avez proposé il y a 2 ans ? Écoutez, ce que je leur ai dit, c'était déjà en finir avec le gaspillage d'argent public, parce que je pense qu'il y avait un gaspillage d'argent public assez important. On avait notamment les frais de bouche et autres dépenses de personnel qui étaient des dépenses vraiment inconsidérées. On a d'ailleurs un rapport de la Chambre régionale des comptes qui est sorti 3 ou 4 mois après mon élection sur les années 2006-2012. Et qui était assez accablant pour l'ancienne municipalité, notamment sur le volet tauromachie espagnol, sur les dépenses de personnel qui ont été très, très, très importantes. Voilà, il faut arriver à gérer une collectivité au mieux, réduire les dépenses de fonctionnement, vraiment, c'est ce que nous faisons depuis 2 ans, pour au contraire investir pour l'avenir. Parce que ce qui est sain, c'est les dépenses d'investissement, c'est ça qui fait marcher les entreprises locales, nationales également, et c'est ça qui développe une ville. Est-ce que vous avez présenté le débat d'orientation budgétaire cette semaine à l'ensemble du conseil municipal, donc majorité et opposition. Vous dites que les effectifs aujourd'hui, c'est 347 personnels dans votre municipalité. Mais est-ce que c'est un bon indicateur d'une bonne gestion, le fait d'avoir moins d'employés municipaux ? Est-ce qu'il n'y a pas aussi un bénéfice social à avoir des gens qui agissent sur le terrain, qui prêtent attention aux autres ? Oui, je suis d'accord avec vous. À cela près que nous sommes au-dessus de la moyenne de la strate en nombre de personnel par habitant. Et je crois qu'il fallait vraiment en finir avec cette politique-là, parce que vous savez que l'État est en train de baisser considérablement les dotations aux collectivités locales, et il faut qu'elles fassent des économies. Ces économies, elles doivent être faites sur le fonctionnement, et non pas sur l'investissement, parce que l'investissement, c'est l'avenir d'une collectivité, c'est l'avenir d'une commune, d'un département, d'une région. Et moi, je veux privilégier les dépenses d'investissement, celles qui vont développer économiquement mon territoire, plutôt que des dépenses de fonctionnement. Lorsqu'il n'est pas nécessaire d'avoir des employés dans un secteur, ou lorsqu'il y en a trop, eh bien, on ne remplace pas les départs en retraite, tout simplement. Les 28, ils ont été sélectionnés dans quel département, dans quel service municipal, les 28 postes qui ont disparu en 2 ans ? Vous savez, dans une collectivité, c'est très différent d'une entreprise. Et en fait, tout simplement, les personnes qui sont titulaires le sont jusqu'à la retraite. C'est un regret pour vous, ce statut de la fonction publique territoriale, ou pas ? C'est un statut qui est parfois paralysant, puisqu'on nous demande effectivement de faire des économies. Eh bien, force est de constater que sur le personnel, les seuls leviers que nous avons, c'est sur les contractuels, sur les non-remplacements de départ en retraite de titulaires. Donc effectivement, c'est un statut qui est parfois difficile, surtout quand nous n'avons pas été à l'origine de l'embauche des personnes en question. Donc, Dieu merci, il y a une grande majorité d'agents de la ville de Beaucaire qui sont de très bons agents et qui s'impliquent énormément dans leur travail, et je leur rends hommage. Mais comme dans toute entreprise, dans toute collectivité, il y a aussi parfois de moins bons agents ou des agents moins dynamiques. Et je crois que là, le statut pose parfois problème, effectivement. Ne vous a-t-on pas fait le reproche d'avoir, par exemple, pris un cabinet ? Vous avez droit à des membres de cabinet. Est-ce que ce n'est pas aussi une source d'économie ? Non, écoutez, on a baissé les salaires des employés de cabinet, on a baissé les indemnités des élus. Ça a été la première délibération qui a été prise. J'ai baissé mon indemnité de maire par rapport à celle que mon prédécesseur touchait. J'ai baissé les indemnités des membres de mon cabinet. Je crois qu'un cabinet, on a droit à 2 employés de cabinet qui sont des emplois un peu politiques, puisque ce sont des personnes de confiance qui doivent suivre les dossiers pour le maire. Et je crois que ça se fait dans toute collectivité.
Et j'ai utilisé, encore une fois, les mêmes moyens qu'avait mon prédécesseur, mais en baissant les salaires des agents concernés. On va venir sur l'idée d'investissement que vous avez soulevée au début de l'émission, mais comment vous pourriez qualifier votre gouvernance? Une gouvernance apaisée, pour reprendre le slogan de Mme Le Pen au niveau national? Une gouvernance dynamique, une gouvernance qui ne veut pas de laxisme, qui veut arrêter avec, par exemple, les problématiques d'impayés qu'a pu connaître la ville dans certains secteurs. Et au contraire, vous pensez à quoi? Au restaurant scolaire? Oui, par exemple. Il y avait, quand je suis arrivé, 80 000 € d'impayés de cantine, par exemple. Je crois que dans la commune voisine, c'est pareil et c'est même pire. Eh bien, il faut remettre un cadre, il faut expliquer qu'il n'y a pas de raison que certains ne payent pas et que d'autres payent. Donc ça, c'est ce que nous avons fait. Mais si les gens ne peuvent pas payer, parce qu'il y a une grande précarité économique tout de même. Non, la preuve en est que cette année, nous n'avons pas d'impayés. Donc c'est que les gens pouvaient tout à fait payer. Et bien souvent, ceux qui ne payaient pas bénéficiaient en plus d'allocations. Donc les allocations versées par la CAF, elles doivent normalement bénéficier en priorité aux dépenses d'alimentation des enfants et non pas à acheter des téléviseurs écran plat. Il n'y a pas de chasse aux pauvres, c'est souvent le thème qui revient. Pas du tout, il n'y a pas de chasse aux pauvres. Vous savez, bien souvent, il ne faut pas caricaturer quand on parle de pauvreté. Moi, je suis fils d'ouvrier. Mes parents ont toujours payé ma cantine et je crois que bien souvent, au contraire, les ouvriers et les personnes qui sont dans la précarité, elles mettent bien avant leurs enfants plutôt qu'elles-mêmes. Et il ne faut pas me la faire à moi en me disant que les ouvriers ou les personnes qui seraient pauvres là, c'était des gens qui avaient les moyens qui ne voulaient pas payer. C'est des mauvais coucheurs, alors. C'est des gens qui avaient notamment des aides sociales et qui, puisqu'on ne leur demandait pas de payer, après tout, puisqu'il n'y avait pas de relance sur les impayés, on facturait les gens a posteriori, on ne leur demandait pas de payer avant de consommer le service, eh bien, ils abusaient de la gentillesse, en quelque sorte. Donc, on a expliqué qu'il y avait un cadre. Et ça permet aussi de rassurer les investisseurs qui veulent venir investir sur la commune, de voir que nous remettons un cadre, que nous mettrons les choses d'équerre. Et c'est aussi ce qu'attendent les habitants de certaines communes, qu'on en finisse avec le laxisme, avec la gentillesse très large avec l'argent public envers certaines personnes dont d'autres ne bénéficient pas. Vous avez dit une gouvernance dynamique. Mais souvent, il y a quand même des audiences au tribunal. Est-ce qu'on ne peut pas appeler ça un peu une gouvernance conflictuelle? Bon, il y a eu un problème avec le syndicat CGT au niveau du lycée. J'ai gagné les procès. En ce moment, il y a une procédure au TG de Nîmes sur des problèmes avec 5 ou 6 commerces du centre-ville par rapport à l'heure de fermeture. Oui. Ce n'est pas une volonté de discrimination? Pas du tout. Concernant la CGT, j'explique très rapidement. En tant que maire, je représentais ma ville au conseil d'administration du lycée professionnel. J'y suis allé parce que moi, là où je suis, bien je siège. Et donc j'y suis allé et donc j'ai voulu saluer les personnels enseignants. Ils ont refusé d'abord de me serrer la main. Bon, ça, à la limite, ça dénote effectivement une conception de la démocratie particulière. Mais enfin, passons. Je suis entré dans la salle de conseil d'administration et là, une enseignante s'est levée, a pris la parole et a indiqué qu'elle refuserait de siéger, je cite, en présence de membres d'un parti raciste et xénophobe. Je ne suis pas là pour me faire insulter. Quand je suis dans l'exercice de mes fonctions, quand je viens le soir dans un conseil d'administration, je mérite le respect comme tout le monde et je ne compte pas me laisser marcher sur les pieds. Donc oui, j'ai déposé plainte pour outrage à personne dépositaire de l'autorité publique. Cette personne a été condamnée parce que ses méthodes sont indignes d'un personnel enseignant et indigne de toute personne dans une démocratie. On respecte les gens qui sont élus par le peuple et on respecte les gens tout court. Moi, je ne l'ai pas insulté lors du conseil d'administration. Et sur les commerçants, donc, il y a un complément d'enquête qui a été demandé par le président du TGI. Est-ce que ce n'est pas une manière un peu délicate d'ostraciser en disant il y a du bruit, etc. etc. Écoutez, moi, je pars de réalité. Vous savez, je suis du matin au soir dans ma commune. J'y suis 7 jours sur 7. J'y suis très présent. Je pense que là-dessus, personne ne pourra dire le contraire. Et je reçois les gens. Je fais des permanences sans rendez-vous en mairie, contrairement à beaucoup de maires qui ne reçoivent jamais leurs administrés. Je reçois les gens en mairie. Et j'ai reçu, c'est vrai, des habitants des rues en question qui me disait, monsieur le maire, écoutez, on n'arrive plus à dormir. Nous avons 80 ans. Mon mari est obligé d'aller dormir dans le salon, sur le canapé, parce que la chambre à coucher qui donne sur les rues où sont ses commerces, eh bien, il y a trop de bruit. Ils ne peuvent plus supporter ça et c'était tous les jours. Alors, qu'est-ce que vous faites quand vous êtes maire? Est-ce que vous dites, tiens, j'ai rien entendu, je vais laisser le bordel s'installer dans ma ville? Ou est-ce que vous dites,
c'est bon, maintenant ça suffit. Donc vous prenez un arrêté municipal, comme je l'ai fait, en demandant à ce que dans ces rues-là, il n'y ait plus de commerce ouvert après 23 heures. Voilà, mais il n'y a pas une manière de discuter, de dialoguer, de parlementer avec les citoyens? Ça fait des années que ça durait. La police est déjà allée les voir. Vous êtes allé les voir avant, tous ces commerçants? Moi, j'ai autre chose à faire. C'est pas mon rôle. Je suis pas assistante sociale. C'est à la police municipale d'aller voir les personnes qui ne respectent pas les règles. C'est leur rôle. Ils y sont allés. Ils ont déjà parlementé. Et voilà, à un moment, quand les gens ne respectent pas les règles, on va pas discuter pendant 107 ans. Voilà, ils savent très bien qu'ils sont en infraction. Ils savent très bien qu'il y a du bruit. Et donc, nous avons pris des arrêtés pour leur dire maintenant, ça suffit. Les gens ont le droit de dormir. Les gens qui travaillent, les gens qui sont en retraite, qui aspirent à une certaine tranquillité le soir et la nuit, doivent pouvoir avoir cette tranquillité. Donc, ces arrêtés, si nécessaire, je les reprendrai cet été. L'investissement, vous avez beaucoup parlé. Vous avez fait un emprunt de 5 millions d'euros, c'est ce que dit votre opposition. Non, l'opposition ne comprend rien au budget. Voilà, c'est pas pour rien qu'ils sont dans l'opposition. Ils ont jamais réussi à se faire élire à la mairie. Ils ne savent pas ce qu'est un budget. Et non, je n'ai pas fait un emprunt de 5 millions d'euros. Il y a une différence entre un emprunt d'équilibre inscrit sur un budget et un emprunt réellement réalisé. Mais effectivement, je n'exclus pas de faire des emprunts comme l'ont fait tant d'autres maires. Il faut savoir que je rembourse 1 230 000 euros par an des emprunts de mes prédécesseurs. Donc je désendette la ville. Et effectivement... En même temps, si on s'endette pour investir, c'est pas forcément de l'endettement négatif, non? Tout à fait. Et c'est ce que je veux faire, contrairement à d'autres maires qui n'ont pas avancé sur la ville de Beaucaire. Nous avons le projet d'un nouveau quartier en centre-ville, le quartier Sud-Canal, où le but est de faire venir des classes moyennes, de faire venir également des retraités qui forcément consommeront aussi en centre-ville, puisqu'on sait que la plupart des centres-villes du sud de la France ont des problématiques, notamment de revitalisation du tissu économique. Donc nous avons pris beaucoup de décisions en ce sens. Nous avons notamment offert un rabais de 30% sur les 2 premières années pour toute installation d'un commerce dans le centre-ville, d'un commerce qui s'installerait dans un local loué par la ville, que la ville lui sous-louerait. Nous avons déjà ouvert beaucoup de commerces dans le centre-ville de Beaucaire depuis que nous sommes aux responsabilités, avec mon premier adjoint Jean-Pierre Fuster, qui est également conseiller départemental. Et voilà, nous avons, je pense, un bon bilan dans ce domaine et nous voulons avancer pour développer la ville, nouveaux quartiers. Et je demande aussi au conseil régional, au conseil départemental, à l'État, des subventions, parce qu'il n'y a pas de raison que Beaucaire ne soit pas aidé. On est la 4e et à terme la 3e ville du département du Gard. Eh bien, nous devons avoir des subventions. Vous avez fait une pétition pour demander que Madame Delga, la présidente, vienne vous rendre visite. Bien sûr. Elle est en cours ou vous l'avez déjà donné la pétition à la présidente? Je compte bien la voir. Je l'accueillerai avec un grand respect, comme je le fais avec chaque interlocuteur politique, quelles que soient ses idées. Madame Delga s'est présentée à la présidence du conseil régional, les électeurs l'ont choisie, et bien maintenant elle doit assumer son mandat, elle doit être la présidente de tous les habitants de la région, y compris ceux de Beaucaire, même s'ils ne votent pas pour le Parti socialiste. Il y a aussi des électeurs socialistes. Chez moi, les socialistes font 10% aux élections régionales. Nous avons fait 60, c'est vrai, mais Madame Delga ne doit pas oublier les Beaucairois. Et par exemple, il y a plusieurs projets pour aller très vite sur le développement économique de Beaucaire. Un lycée d'enseignement général, puisque M. Allary a annoncé qu'un lycée serait construit dans le Gard d'ici 2020. La première ville en nombre d'habitants dans le Gard à ne pas avoir de lycée, c'est Beaucaire, puisque Nîmes a des lycées, Alès aussi, vous avez un lycée professionnel, Bagnols aussi. Oui, nous voulons un lycée d'enseignement général, parce qu'avec 16 000 habitants, il est anormal de ne pas en avoir. Il est anormal que nos enfants fassent 40 minutes pour aller à Nîmes, ou doivent aller à Tarascon dans une autre académie. Quand on a plusieurs enfants, des fratries, eh bien, ils ont des vacances décalées. C'est complètement aberrant, et on permet cela. Donc moi je dis à Madame Delga, si vous êtes une présidente qui aime tous les habitants de notre région, quelles que soient leurs idées politiques, quelles que soient leurs convictions, ce lycée, avec le bon sens, voudrait qu'il soit à Beaucaire. Et puis j'ai aussi demandé que la halte SNCF de Beaucaire soit mieux desservie. C'est la première halte et gare en venant de Provence-Alpes-Côte d'Azur. C'est la porte d'entrée sur la région Midi-Pyrénées-Languedoc-Roussillon. Nous n'avons que très peu de trains. C'est anormal pour une ville de 16 000 habitants. Si on parle d'écologie, de favoriser le transport, la mobilité, eh bien, on doit augmenter le nombre de trains s'arrêtant à la gare de Beaucaire. Enfin, l'écluse, la réouverture de l'écluse de Beaucaire. C'est ce que je demande à Madame Delga d'étudier. Je lui demande de m'aider à cofinancer ce projet. C'est un projet de 30 à 50 millions d'euros. Même si elle n'a pas autorité directement
notamment sur l'écluse. Oui, même si elle n'a pas autorité, mais enfin, si elle a de l'ambition, M. Fraîche avait de l'ambition, par exemple, il avait à cœur cette problématique de l'écluse et du canal du Rhône à 7. Tout le monde parle du canal du Midi, mais pourquoi est-ce qu'on délaisse le canal du Rhône à 7 ? Ce serait formidable de l'utiliser autant que peut l'être le canal du Midi. Et je crois que si Mme Delga a de l'ambition, comme pouvait en avoir M. Fraîche, qui malheureusement est décédé rapidement après le début du mandat, eh bien, elle doit étudier cette réouverture du canal de l'écluse, donc permettant de relier le Rhône au canal du Rhône à 7. Rapidement, 3 questions sur la région. Tout d'abord, le nom de la consultation. Qu'est-ce que vous dites, vous, au Front National ? On dit que c'est très amusant quand même et très, très drôle de la part de la gauche de vouloir consulter les habitants de la région sur le nom de la région. Moi, je pense qu'il aurait été bien qu'on nous consulte sur la fusion, surtout. Est-ce qu'on voulait être fusionné avec Midi-Pyrénées ? Est-ce que c'était notre intérêt ? C'est surtout sur ça qu'on aurait dû être consulté, parce que choisir le nom, c'est bien, mais c'est cosmétique. Comme tout ce que fait la gauche dans ce pays, c'est de la cosmétique et on ne nous consulte pas sur les dossiers de fond. On n'a même pas l'impression de savoir. Pas d'idée pour le nom, vous, Julien Sanchez, maire de Beaucaire ? Écoutez, on participera à la consultation, on votera, chacun votera. Certains avaient parlé de Sud de France, ce qui décrit bien à la fois en termes touristiques. En plus, il y a une appellation derrière ce nom, pourquoi pas ? Ça pourrait être intéressant. Mais encore une fois, chacun se déterminera. Mais je crois qu'il y a d'autres sujets beaucoup plus importants sur lesquels on devrait être consulté. Les organismes extérieurs, il y a une bataille juridique au niveau du tribunal administratif, du groupe Front National contre l'exécutif régional. Vous souhaitez être représenté dans les lycées. Pourquoi d'ailleurs ? On souhaite être représenté dans tous les organismes de la région parce qu'on est quand même le principal groupe d'opposition maintenant. Il faudra bien qu'il s'y fasse. On a 40 élus, l'UMP n'en a que 25. Et normalement, si on applique le principe de la proportionnelle, mais je sais que ils ne savent pas trop ce que c'est. Dans vos municipalités, est-ce que les opposants sont désignés dans les conseils d'école ? Est-ce que vous avez fait ce choix-là, vous, à Beaucaire, par exemple ? Dans certaines représentations extérieures, oui, puisqu'il y a le CCAS notamment de la ville, où la désignation se fait à la proportionnelle et où l'opposition municipale donc de mon prédécesseur est représentée. Il y a d'autres organismes où une opposition peut être représentée. Et nous voulions simplement dire à Mme Delga, voilà, en Bourgogne-Franche-Comté, ça se fait. Le Front National est représenté dans les lycées. Pourquoi est-ce qu'en Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, ce ne serait pas le cas ? Et pourquoi est-ce que dans les grands organismes, puisque maintenant il y a beaucoup de satellites de la région, il y avait le comité régional du tourisme, il y a beaucoup d'autres organismes intéressants où les élus devraient siéger. Ils ne siègent pas, il n'y a que la majorité. Voilà. Rapidement, le rôle d'un groupe d'opposition principal, vous l'avez dit, à la région, à quoi vous pouvez servir ? D'être constructif, je crois que d'essayer de... Vous pourriez voter des projets de la majorité de Mme Delga ? Bien sûr, on participe aux séances plénières, aux commissions permanentes. Il arrive régulièrement qu'on vote pour certains rapports quand ils vont dans le bon sens, quand c'est pour aider les petites entreprises, quand c'est pour aider, pour lutter contre les inondations, enfin sur des sujets d'intérêt général, on vote pour. En revanche, on sera là pour mettre en garde la présidente de région lorsqu'il y aura des sujets qui nous paraîtront aller dans le mauvais sens, gaspillage d'argent public, et les socialistes sont rois en la matière. On l'avait vu avec le train à 1 euro qui ne marche pas, qui ne fonctionne pas, il faut s'inscrire à l'avance, il n'y a que très peu de trains. Ça se voit que c'est des gens qui n'ont jamais pris le train qui ont instauré ce truc-là. On avait dénoncé en son temps ce gadget qui est une aberration. Je vous propose de passer à une séquence nationale, mais tout d'abord on va écouter une analyse sociologique d'un universitaire de Perpignan, Monsieur Sista, qui nous raconte un petit peu comment se fait l'agrégation du vote Front National, notamment dans son département, les Pyrénées-Orientales, où Louis Alliot avait fait un score très important lors des dernières régionales, c'était en décembre. Reportage, en tous les cas, interview. C'est avant tout la population pied-noir qui s'est installée après le rapatriement en 62. Et parmi elles, c'est vrai, et parmi les nostalgiques de l'Algérie française, parmi certains même qui ont pu être des proches, il y a un assez gros appareillage humain, il y a une catégorie de votants qui a transmis en plus des habitudes de vote à ses enfants et qui a constitué au milieu des années 80 un premier temps d'implantation du FN ici dans la ville. Dans la deuxième époque, on va dire, du Front National ici en région et particulièrement à Perpignan, il y a eu ce qu'on pourrait appeler une agrégation de publics complètement composites, qui peuvent s'opposer d'ailleurs, qui s'est réalisée. Notamment en premier lieu avec l'arrivée héliotropique d'un certain nombre de personnes dans les couches inférieures de la classe moyenne qui se reconnaissent comme au niveau national dans le vote nationaliste. Et puis après, on retrouve aussi tout un appareillage de gens qui récusent l'UMPS, comme le disait Jean-Marie Le Pen, et qui vont aussi là voter et s'agréger et trouver dans l'offre politique du FN ici une résonance pour lutter contre deux fléaux. Le communautarisme et, bien entendu, la faiblesse économique locale.
Julien Sanchez, cette analyse sociologique laisserait apparaître, c'est mon interprétation, comme une sorte de fourre-tout dans le vote Front National, de l'alliance de l'usine, la boutique, comme on dirait dans les livres de sociologie. Vous êtes d'accord avec ça ou pas du tout ? Écoutez, moi, je ne trie pas les électeurs. Je crois que les électeurs sont assez grands pour se déterminer, pour savoir ce qu'ils ont à faire. Donc voilà, nous, on défend un programme, hein, contrairement à nos adversaires. On voit aux Républicains où tout le monde a des avis différents, du pro-immigration à l'anti-immigration, de ceux qui veulent s'allier au Front National à ceux qui veulent s'allier aux socialistes. Enfin, voilà. Est-ce que c'est pas le gage d'un fonctionnement démocratique ? Alors c'est peut-être plus difficile d'avoir une voix divergente, c'est vous, non ? On sanctionne plus durement ? Je crois que c'est un peu compliqué si dans un mouvement, tout le monde a des idées totalement différentes. Je crois que c'est un peu l'auberge espagnole quand on voit chez les Républicains, au Parti Socialiste aussi, où on a des députés maintenant frondeurs qui ne votent pas les textes présentés par le gouvernement qu'ils ont soutenus avec François Hollande. Remarquez, vous voyez aussi les communistes qui ont voté pour François Hollande, qui vont aujourd'hui manifester et défiler contre la loi El Khomri. Et franchement, parfois, il y a de quoi rire, parce que ces gens ont quand même soutenu François Hollande, l'ont mis au pouvoir, et aujourd'hui, ils défilent contre lui. Donc arrêtons que ces gens qui défilent aujourd'hui se positionnent à la prochaine présidentielle et fassent le bon choix au second tour et qu'ils réfléchissent mieux avant de voter pour des fossoyeurs et pour des gens qui trahissent leurs électeurs à chaque élection. Un sondage du mois de février de cette année, Monsieur Sanchez, 56% des Français considéreraient que le Front National est un danger pour la démocratie. Ça veut dire que la phase de normalisation n'a pas encore totalement fonctionné ? Vous savez, moi, les sondages, je n'y prête pas attention. Moi, je prête attention, par exemple, vous voyez, aux résultats que nous obtenons dans les villes gérées par le Front National. Vous voyez, parce que nous tenons notre programme, tout simplement, nos engagements, plus de police municipale, ne pas augmenter les impôts. Je les ai même baissés chaque année depuis mon élection, alors que c'est une baisse symbolique, mais c'est vrai qu'ils ont baissé. Demandez aux habitants de Vauvert s'ils n'aimeraient pas avoir cette baisse symbolique. La ville de Vauvert va sans doute augmenter de 10% les 3 taux locaux d'imposition dans les prochains jours, et le département du Gard également. Donc je crois qu'une baisse, même légère et même symbolique, c'est quand même un bon signal pour les contribuables. Et la meilleure preuve, c'est qu'effectivement, vous le rappeliez, j'ai été élu avec 39,5% des voix aux dernières élections municipales. Au départemental, sur ma commune, le Front National a fait 54%. Et aux élections régionales, 60% au premier tour. Vous voyez, 2 ans après notre élection, ça montre quand même que les gens ne sont pas traumatisés et qu'on n'est pas tellement un danger si on fait 60% alors qu'on n'en faisait que 39%. Alors je renverse ma question. Est-ce qu'il n'y a pas un plafond de verre qui vous empêche pour l'instant de gagner un face-à-face au second tour ? Non, je crois pas. Je crois que même au niveau national ? Je crois pas. Je pense que le travail que nous allons avoir à faire, en revanche, l'autocritique que l'on peut avoir à faire, c'est effectivement d'aller encore plus à la rencontre des Français. C'est ce que nous faisons déjà dans le Gard. C'est peut-être pour ça que nous sommes en tête à chaque scrutin dans le département. Avec Gilbert Collard, avec Johan Gillet, nous faisons des réunions publiques régulières dans tous les cantons du département. Nous allons à la rencontre des gens et on va relancer une nouvelle phase de réunions publiques, de 25 réunions publiques d'ici l'été. Dans chaque canton, nous allons encore aller pour porter la bonne parole, pour répondre aux questions des Français sur notre programme. Et j'invite vos téléspectateurs à venir nous voir. Est-ce que la présidente Le Pen vous avez invité au séminaire du mois de février ? Vous avez réfléchi avec Louis Alliot, M. Philippot, etc., à notre axe programmatique. C'était ça la question ? Parce qu'on a beaucoup parlé de l'euro, mais on nous a dit que ce n'était pas vraiment la question centrale de ce moment de réflexion commune. La question centrale, on était une cinquantaine de cadres du Front National réunis effectivement en séminaire pendant un week-end autour de Marine Le Pen. C'était justement l'accession au pouvoir. C'était préparer l'accession au pouvoir que nous espérons et sur laquelle nous comptons en 2017. Tout simplement parce que nous remarquons que tout ce que nous disons depuis tant d'années est en train de se produire sur notre sol, que ce soit les phénomènes migratoires, que ce soit sur le plan de l'économie, l'endettement de la France, que ce soit également tous les problèmes sociaux qui sont en train de se reproduire. Tout ça, nous l'annonçons, nous le disons depuis des années. Le terrorisme également qui s'installe maintenant sur notre sol. Et nous parlions justement des méthodes de travail à accomplir. Et j'ai notamment parlé du fait d'aller à la rencontre des Français encore plus. Par le biais de réunions publiques, et j'ai parlé du travail colossal que nous faisons dans le Gard que nous allons multiplier avec Marine Le Pen dans toute la France. Est-ce que la faiblesse la plus patente, c'est pas pour l'instant au niveau du programme économique ou la confiance ? Je regarde un sondage, seuls 26% des Français seraient, favorables à une sortie de la zone euro.
Écoutez, je crois que surtout sur le programme économique, ce qu'il y a, c'est qu'il est terriblement caricaturé. Moi, j'invite chacun de vos téléspectateurs à aller consulter le site internet du Front National et à arrêter d'écouter à la fois les analystes, à la fois les gens des Républicains ou du Parti Socialiste. C'est pas de ces gens-là que la vérité va sortir. Si vous voulez vous renseigner sur le Front National, arrêtez d'écouter les caricatures, allez voir sur son site internet. On nous dit voilà que la France ne serait rien sans l'Europe, qu'il est impossible de sortir de l'Union européenne, qu'on ne peut pas renégocier, qu'on ne peut rien faire. Regardez la Grande-Bretagne, vous voyez ce qu'ils ont fait. C'est ce que fera Marine Le Pen également. Une fois qu'elle sera élue, elle annoncera un référendum. Car nous ferons un référendum sur l'appartenance à l'Union européenne qui se tiendra sous 6 mois et nous entamerons ensuite des négociations avec les partenaires européens. On leur dira voilà, c'est soit on fait ce référendum et les Français diront s'ils veulent sortir de l'Union européenne ou pas, soit vous négociez avec nous sur un certain nombre de sujets et notamment sur la souveraineté. On veut récupérer nos frontières nationales, on veut la souveraineté budgétaire, on veut que ce soit la France qui décide pour la France et la souveraineté également des lois. Les lois françaises doivent être au-dessus des lois européennes. Eh bien, si nous n'obtenons pas satisfaction avec ces négociations-là et si nous n'arrivons pas à un terrain d'entente commun, nous lancerons ce référendum. Et donc, dans les deux cas, soit nous voterons et nous appellerons à voter pour la sortie de l'Union européenne, soit nous appellerons à voter pour l'accord obtenu avec les partenaires européens. Il nous reste seulement 2 minutes. Monsieur Sanchez, vous avez une longue trajectoire au Front National. Je vous ai connu, vous étiez tout juste majeur et vous déjà participiez au travail de propagande avec Madame Jamet. Vous aviez une grande affection pour Jean-Marie Le Pen, on va vous voir parce que vous avez travaillé avec lui très souvent au paquebot. Vous vivez bien tout ce qui se passe au Front National de Jean-Marie Le Pen à Marine Le Pen ? Écoutez, j'aime beaucoup Jean-Marie Le Pen, j'aime beaucoup Marine Le Pen. Voilà, moi je respecte les présidents de mon mouvement. Vous ne m'entendrez jamais dire de mal de Jean-Marie Le Pen. On va vous voir avec lui d'ailleurs. Et voilà, maintenant nous avons une présidente qui est Marine Le Pen et qui décide de l'avenir de notre mouvement. Mais jamais vous ne m'entendrez dire de mal de Jean-Marie Le Pen. Je ne ferai pas partie de ceux qui vous diront du mal de lui. C'est un homme qui a abandonné son mandat de parlementaire pour aller combattre pour la France. C'est un homme qui a monté un parti politique et qui l'a porté à un niveau important. S'il ne l'avait pas créé à l'époque, nous ne serions pas là, nous ne serions pas structurés. Quant à Marine Le Pen, eh bien, c'est l'avenir de notre mouvement. C'est elle qui peut sauver notre pays, le mener sur la bonne direction. Et voilà, je leur fais confiance aussi bien à l'un qu'à l'autre. Aujourd'hui, c'est Marine Le Pen qui est présidente. Les adhérents ont décidé, ont voté. Et je crois qu'il faut s'en remettre à ses choix et à ses décisions. Allez, en 10 secondes, il y a beaucoup de nouveaux adhérents au Front National. Opportunisme ou vraiment sincérité patriote, comme on dirait dans votre rhétorique ? Sincérité, je crois qu'on voit surtout beaucoup de jeunes qui arrivent, beaucoup de lycéens, beaucoup d'étudiants qui sont en train de nous rejoindre. Ça, c'est nouveau. Et puis aussi beaucoup de commerçants, beaucoup de gens qui ont des professions exposées qui ne nous rejoignaient pas avant. Ils ont compris que voilà, tout ce qu'on dit sur nous, c'est une caricature. Non, nous n'avons pas un programme tel qu'on le caricature. Nous avons un programme qui veut simplement remettre au centre la valeur travail et puis aider l'entreprise, libérer l'entreprise et permettre à chacun bien d'avoir des projets et de vivre bien en paix chez lui, en sécurité, et d'arrêter d'être large avec toute l'immigration planétaire qui arrive sur notre sol et à laquelle on donne des avantages auxquels parfois nos retraités n'ont même pas droit. Ce sera donc le mot de la fin, Monsieur Sanchez. Merci d'être venu à Montpellier pour cette Voix est libre. La semaine prochaine, on débat sur la réforme du Code du travail. Un élu communiste et un élu du centre. Bonne journée sur la 3. Merci. Des œuvres d'art exceptionnelles.